Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans la deuxième partie, dans la suite du cours du paludisme. Aujourd'hui, on va aborder quelques notions épidémiologiques et on va voir la clinique et la symptomatologie avec les formes graves du paludisme. Vous allez trouver, comme d'habitude, tous les supports dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, comme d'habitude, à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Un maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc ça, c'est mon but de ces séries des vidéos. C'est pour vous aider, mes chers confrères. Donc aujourd'hui, quelques notions épidémiologiques. La fréquence. Notez que 50% de la population mondiale est exposée, presque 3,2 milliards, et 1,2 milliard dans les pays à haut risque. On va voir les pays tropicaux et surtout les Afrique ou bien l'Asie de l'Est, comme nous allons voir dans les critères de chloroquinorésistance. En 2013, c'est 198 millions, dont 584 000 décès. Donc, et vous voyez que ce sont la majorité des enfants où l'âge est inférieur à 5 ans, surtout en Afrique. En 2014, 97 pays ont représenté une transmission continue de paludisme. Et la transmission, comme on avait vu précédemment dans la partie précédente, c'est dû à la piqûre de, notez ça bien, c'est l'anophèle et femelle. C'est l'anophèle femelle qui a piqûre, qui- le lieu de la piqûre ou bien l'horaire, c'est la nuit. Donc, premièrement, c'est l'anophèle femelle qui est responsable de la piqûre. Il existe 400 espèces dans le monde. Bon, 60, vous voyez le rôle du vecteur là, 60%, plutôt 60 espèces de l'anophèle, ils sont transmettants du paludisme. Donc, la piqûre, elle est indolore, notez ça bien. Elle se passe la nuit. La transmission placentaire, elle est possible de la maladie ou bien par transfusion sanguine. On avait vu que les mérozoïtes, je répète, je vous invite à consulter la première partie. Les mérozoïtes, ils vont envahir les globules rouges, les hématies. Et il existe des cas exceptionnels, c'est le paludisme de l'aéroport. Donc c'est le paludisme autochtone comme nous allons voir. Donc vous voyez là ça, le point de la question, ou bien notre intérêt de la question, c'est le morbimortalité du paludisme. Je répète le rôle de l'anophèle et vous voyez les chiffres là qui sont énormes. Là, on note l'épidémiologie, elle est en train d'évolution. Elle est due au nombre de transports, le temps de transport qui est augmenté, les distances de transport qui sont augmentées de plus en plus, le volume, le type et même le confort. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont favorisé la migration ou bien la dissémination de la maladie de façon, je répète, endémo-épidémique dans tout le monde. Là, c'est la notion du paludisme autochtone. C'est les anophèles qui sont transportés dans l'aéroport par avion ou bien par les valises. Lors d'un séjour, nous allons voir dans les critères de prévention contre un séjour dans une pays ou bien dans un pays à haut risque palustre. Donc, les anophèles peuvent être transmis soit par avion ou bien dans les valises. Ou bien le paludisme autochtone qui est dû aux migrants. Donc ça, ce sont les individus, ce sont les migrants porteurs de plasmodium qui vont être ou bien qui sont piqués par l'anophèle qui est ordre local. Donc ces migrants-là, ils vont disperser, ils vont faire disséminer la maladie. On a noté plusieurs cas dans Corse, Marseille, Grèce, Espagne, et vous voyez là que le paludisme est en train de disséminer. Heureusement, la forme autochtone, elle est rare, elle n'est pas comparable comme les pays en grande zone d'endémicité. Donc, c'est le rôle de prévention, comme nous allons voir dans la troisième partie, dans la prévention contre ou bien dans un séjour dans un pays à haut risque d'accès palustre. Donc, le plasmodium falciparum, je répète, c'est le plus virulent, c'est le plus méchant.
il existe dans les zones intertropicales. Le Plasmodium vivax, il est absent en Afrique noire. Le Plasmodium malari, donc c'est comme le Plasmodium falciparum dans les zones intertropicales. Et le Plasmodium ovale, donc, qui est surtout répandu en Afrique noire. Donc, l'espèce concernée ou bien l'agent pathogène, il répond à la répartition géographique et je répète, c'est surtout les zones intertropicales où l'existence du Plasmodium falciparum qui est responsable de la fièvre tierce maligne, qui est l'espèce la plus virulente, qui est l'espèce avec le neuropalis, une forme grave qui est potentiellement mortelle. Donc tout ça sont des critères à prendre en charge, je répète, dans la prévention dans un séjour dans un pays avec un risque palustre. Là, ce sont des données épidémiologiques en Algérie. Et vous voyez là, on a vécu le paludisme depuis 1952. Donc, ça, il a eu la première place comme maladie infectieuse. Donc, avec 70 000 cas par an. En la deuxième décennie, entre 1968 et 1978, on a eu l'éradication de cet agent pathogène, heureusement, dans l'Algérie. Mais il revient comme un paludisme d'importation. On note des foyers autochtones au niveau de Ouargla, au niveau du Ardaya et au niveau du sud. Donc, l'Algérie aussi, on note la notion là, du paludisme autochtone. C'est le rôle, je répète, de la prévention lors d'un séjour. Nous allons voir ça comme idée. Là, c'est quelques statistiques. Donc, vous voyez là, il existe plusieurs foyers. Donc, c'est à Tamarasset, on a noté le paludisme autochtone. À Ouegla, comme on a dit, à Gardea et même à Adra. Donc, surtout ces trois wilayas où on avait noté l'existence du paludisme autochtone, des foyers autochtones. Et l'enquête épidémiologique, elle a identifié l'anophèle multicolore et l'anophèle sergonti. Donc, notez bien, en Algérie, la forme autochtone existe. Passons à un autre titre qui est très important, c'est la résistance aux antipaludiques. Et là, qui fait la gravité, c'est un facteur de virulence. Parmi les facteurs de virulence du plasmodium, c'est la résistance aux antipaludiques qui est en train d'augmenter. Pour mieux voir, on voit là la répartition géographique. Donc là, premièrement, c'est la résistance au chloroquine. C'est le premier molécule utilisée, ou bien la première molécule utilisée comme antipaludien. On note la résistance en 1960 au niveau de l'Asie, de l'Est et au niveau de l'Amérique latine. Donc ça, c'est en 1960. Et comparé après 10 ans, donc en 1970, 1980, là, on note la propagation des résistances ou bien augmentation de nombre des pays où on note la résistance au chloroquine. Ça, c'est en 2000. L'Afrique a été touchée énormément. On avait noté la résistance antipaludienne de façon énorme dans les années 2000. Et là, c'est au niveau de nos jours là, on note trois régions de résistance au chloroquine. On a les groupes 1, c'est la résistance qui est faible. Le taux de résistance faible, c'est ce qui est représenté en vert. Dans ces pays-là, notez bien, on note la résistance à la chloroquine. Donc ça, c'est le groupe des pays ou bien de la catégorie 1 où on note la résistance au chloroquine. Le groupe 2 qui est représenté en bleu, on note les régions à l'Asie. Là, c'est au niveau de l'Inde, au niveau de Madagascar et même l'Amérique latine. Là, on note la résistance au chloroquine et même au proganil ou même au tovacone plus proganil. Donc là, c'est le risque ou bien les zones à risque intermédiaire, à résistance intermédiaire à la chloroquine. Troisièmement, le troisième groupe qui est en rouge, ce sont les zones à haute résistance. Donc on note la résistance à la mefloquine, la tovacone, provaganil et même la doxycycline. Ce sont les pays à haut risque
c'est là où la prévention doit être le plus rigoureuse possible. Là, ce sont des pays à haute résistance à la chloroquine. Et je répète, ça, c'est un critère de virulence, de méchanceté, de paludisme. C'est la résistance aux antipaludismes. La fréquence des décès par des maladies infectieuses. Et vous voyez là que le paludisme est responsable de 1 million de décès par an, comme on avait vu. Donc, c'est le SIDA qui est en premier lieu. Ça, ce sont des données des mortalités. Selon l'OMS, en années 2000, le paludisme il a été classé comme quatrième agent pathogène cause de mortalité par 1 million de décès par an. Dans nos jours-là, le chiffre il a doublé. On note presque 2 millions de décès par an par le paludisme. Donc, vous voyez là la gravité de ce parasitose. Maintenant, avant d'aborder la clinique, on va voir la physiopathologie. Et si vous vous souvenez de la première partie où on avait parlé du cycle parasitaire, on avait dit que il est responsable de quoi? Le paludisme, il est responsable d'un hémolyse qui est sévère. Donc là, dans l'hémolyse, on avait dit que les méroïdes, que les mérozoïdes, ils vont causer l'hémolyse, là, l'éclatement des globules rouges. Et ça, ce qui est responsable, là, je répète. Donc, une substance pyrogène, elle va causer de la fièvre. Donc ça, ce qui est responsable de la fièvre, c'est l'hémolyse sévère, c'est l'augmentation de la température. Donc c'est l'hémozoïne qui est libérée de ces hématies qui sont éclatées. Elle est responsable d'une anémie sévère. Elle peut être une cause de mortalité. Un ictère, donc c'est un ictère, je répète, qui est à bilirubine non conjuguée. Je vous invite à consulter la playlist d'infectiologie où on avait parlé de l'ictère. Et parmi les causes de l'ictère, on avait dit qu'il peut s'agir d'une infection grave qui est causée par le paludisme. Donc, hyperplasie de la rate et de foie, on va noter la notion de hépatosplinomégalie. Donc, c'est l'hémolyse qui est responsable de ces manifestations. On avait parlé de ça dans la partie précédente. Je vous invite à consulter le cycle parasitaire du paludisme. Concernant le Plasmodium falciparum, la schizogonie se fait au niveau des capillaires viscéraux, surtout cérébraux, et ça, ce qui représente le neuropaludisme. Donc, le neuropaludisme, sur le plan physiopathologique, c'est lorsque la schizogonie, le schizonte qu'on avait parlé précédemment dans le cycle, il va se manifester au niveau des capillaires cérébrales. C'est la forme sévère, c'est le neuropaludisme. Concernant l'immunité, dans les régions endémiques, donc on note l'état de tolérance aux parasites. Donc là, on va noter une parasitémie qui est faible, en absence de symptômes. Donc là, c'est l'état de prémunition. Donc tellement ces habitants qui sont exposés au paludisme, on peut dire qu'ils ont un type de immunité, un état prémunition. Donc elle est lente à acquérir, mais on va noter une parasitémie qui est faible avec l'absence de symptômes. Cette prémunition existe sur deux phases. Dans la première phase, c'est l'immunité clinique. Ça va protéger contre les symptômes sévères de la maladie. Donc surtout, comme on avait dit, c'est au niveau de la parasitémie circulatoire où on peut noter les manifestations du neuropaludisme. Deuxièmement, dans la deuxième phase, donc c'est une immunité antiparasitaire qui va contrôler la parasitémie à un faible niveau. Donc notez bien, chez les pays endémiques, on peut noter là la notion de prémunition. Et faites attention, les symptômes là, ils vont être frustrants. La gravité, elle a lieu si un patient qui n'est pas immunisé contre le paludisme, il va faire du voyage. Donc je répète toujours, parmi les compétences que vous devez retenir dans ce cours, c'est les critères ou bien
La conduite à tenir devant un voyage dans un pays avec un risque palustre, avec un taux de résistance à la chloroquine qui est élevé. On va l'aborder très prochainement dans la troisième partie. Maintenant, avant de conclure, on va aborder la clinique. Donc, comme tout agent infectieux, il a une période d'incubation. C'est entre 10 à 20 jours. Pour la primo-invasion, on avait parlé de ça dans le cycle. On va noter une fièvre qui est continue, une fièvre irrégulière, sans périodicité. On va noter des céphalées, des courbatures, un malaise général, des nausées, des vomissements et même parfois des diarrhées. Donc là, c'est la phase de la primo-invasion, c'est avant la phase fébrile. Donc, je répète, là, il ne s'agit pas d'une fièvre ni tierce, ni 4 qu'on va voir. Là, c'est la phase de primo-invasion. On peut noter une légère hépatomégalie. Elle est due, comme on avait vu précédemment, c'est dû à l'envahissement du foie, des hépatocytes par l'agent pathogène, et il n'y a pas de splénomégalie. Donc, notez bien, dans la primo-invasion, la fièvre, elle est continue. Donc, je vous invite à noter ça. Il peut s'agir des questions d'examen. Dans la primo-invasion, la fièvre, elle est continue, elle est irrégulière, elle est non périodique. Ce que ça veut dire, on note ni fièvre tierce, ni fièvre 4. On va aborder. Il peut s'agir là d'un malaise général, des vomissements, des céphalées sont fréquemment répandus, mais il n'y a pas de splénomégalie. Il existe une légère hépatomégalie qui est due à l'envahissement des hépatocytes. Donc ça, c'est dans la primo-invasion. Deuxièmement, la phase d'état, ou bien qui est nommée l'accès palustre. Donc là, on va noter progressivement les accès qui prennent une allure qui est régulière. Donc là, je vous invite à noter ces trois lignes-là. Donc, dans le cas de première espèce, je répète, qui est la plus virulente, c'est le Plasmodium falciparum. Et vous voyez là dans le schéma, ça c'est la fameuse fièvre qui est tierce. Donc je répète, en phase de primo-invasion, je répète, il n'y a pas de la périodicité des symptômes. La fièvre, elle est continue, elle est irrégulière, il n'existe pas de splénomégalie. Faites attention dans vos cas cliniques, dans vos diagnostics. C'est au niveau de la phase d'état où on va noter la fièvre maligne, la fièvre tierce et même la fièvre quaternaire ou bien la fièvre 4. Donc, pour la première espèce qui est la plus virulente, le Plasmodium falciparum, vous voyez là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, la fièvre, elle est dite fièvre tierce, elle est maligne, c'est la plus grave, c'est la plus virulente. C'est le cas, je répète, du Plasmodium falciparum. Notez ça bien. Pour les deux autres espèces, le Plasmodium vivax et le Plasmodium ovale, on avait dit qu'ils sont presque bénignes. La fièvre là, elle est une fièvre tierce, elle survient tous les 3 jours. C'est la notion de la fièvre tierce. Et je répète, elle est bénigne. Donc Plasmodium falciparum, fièvre tierce maligne. Les deux autres espèces, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, on note la fièvre tierce bénigne et le Plasmodium malaria. Donc, c'est le plus long de ces infections-là. Quand vous voyez le diagramme là ou bien la courbe, c'est la fièvre 4. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le plus grave, c'est la fièvre tierce maligne. Notez ça bien. Elle survient chez le Plasmodium. De quelle espèce? Du Plasmodium falciparum. C'est primordial de noter ça. Il peut s'agir des questions d'examen. Donc, je répète, Plasmodium falciparum, fièvre tierce maligne. Vivax et ovale, c'est une fièvre tierce, mais elle est bénigne. Vous voyez la différence là entre les deux graphes. Dernièrement, le Plasmodium malaria, c'est le plus long, c'est la fièvre 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on note un pic de fièvre tous les 3 jours. Là, c'est dans tous les 4 jours. Et je répète, la fièvre, elle est régulière au niveau de la phase d'état. Je répète une dernière fois. En la primo-invasion, il n'y a pas la notion de régularité de fièvre. La fièvre, elle est continue, elle est irrégulière. Et notez bien, on ne va pas noter une splénomégalie, juste, je répète, une légère hépatomégalie. C'est primordial pour vous comme clinicien
de noter la clinique, c'est votre arme toujours pour impliquer la notion d'une primo-invasion dès un séjour dans un pays, je répète, qui a haut risque d'accès palustre. L'accès palustre, il se développe ou bien il se fait en trois stades. On note la triade qu'on a vu parler précédemment dans la première partie. C'est la frisson. Je vous invite à noter la triade là, c'est primordial. Chaleur et sueur. Donc, je répète, devant un accès palustre, on note la triade. Frisson, chaleur, sueur. Les frissons sont les manifestations les plus fréquemment répandues. Deuxième signe, deuxième symptôme, c'est la chaleur. La température, elle va être élevée à 40 degrés Celsius brutal avec un pouls qui est accéléré, un fascie congestif et elle va durer entre 1 heure jusqu'aux 4 heures. Donc frisson, chaleur, la fameuse triade et les sueurs, ils sont illustrés à droite. Ce sont des sueurs profuses. Dans la phase des sueurs, on va noter la chute de la température, l'asthénie, les courbatures et la fameuse hépatosplénomégalie qui est présente, je répète, dans la phase d'état et elle est absente dans la phase de primo-infection ou bien de primo-invasion. La durée, elle est entre 1 à 4 heures, suivie par une sensation de bien-être et d'un sommeil qui est profond. Donc, tout ça se caractérise l'accès palustre. Ce stade, il va se répéter dans tous les 2 jusqu'aux 3 jours, pendant 10 jours. Et ça, ce qui explique, je répète, la fièvre tierce maligne. Si ça se répète 3 jours, c'est la fièvre tierce maligne. Si se répète tous les cas durs, donc ça, c'est la fièvre 4, c'est le cas du plasmodium malaria. Donc, les rechutes, ils sont fréquents dans le plasmodium vivax, le plasmodium ovale, le plasmodium malaria, et je répète toujours, la forme la plus grave, c'est le plasmodium falciparum, où on va noter la notion du paludisme grave, du neuropalustre, de l'accès pernicieux. Donc, comme dernier titre, avant de conclure cette partie, on va voir le paludisme grave, la complication la plus fréquemment répandue dans le cas, je répète, de Plasmodium falciparum, c'est l'accès pernicieux. Il est dû au Plasmodium falciparum. Il est représenté par le neuropaludisme. C'est quoi le neuropaludisme? C'est les manifestations neurologiques. C'est une coma qui est profonde, une température élevée à 40 degrés Celsius, des confusions, des hypotonies et même du sueur. Donc si vous notez cette association de symptômes, vous êtes en face d'une complication du plasmodium falciparum, c'est le paludisme pernicieux, c'est le neuropaludisme. Deuxième forme, c'est la forme algide. Donc là, la température, elle est basse, c'est inférieur à 36 degrés. C'est une état de choc associé avec une hépatosplénomégalie, un ictère et malheureusement la mort rapidement par des complications qui sont l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, l'anémie sévère, l'ictère, les hémorragies, la coagulation intraveineuse disséminée. On va aborder ça avec détail dans le module d'hématologie, un collapsus et même une hypoglycémie. Donc si on résume le paludisme pernicieux, il est caractérisé par 2 critères. C'est le neuropaludisme, c'est les manifestations neurologiques chez un patient qui est connu d'avoir une infection au plasmodium, je répète, falciparum, ou la forme agide qui est associée avec un morbimortalité rapidement par ses complications. Et ce sont multiples, c'est un état de choc avec du collapsus, d'hypoglycémie, l'anémie sévère et même de l'hémorragie et de la coagulation intraveineuse disséminée. Dernière plaque dans les formes graves du paludisme, on note quelques formes qui sont rares. Donc la fièvre bulleuse hémoglobinurique, on va noter l'hémoglobinurie. Donc elle est rare, elle est due à une hémolyse intravasculaire, elle associe bien sûr une insuffisance rénale aiguë et c'est une forme qui est grave. Donc d'autres formes graves, on note la fièvre bulleuse hémoglobinurique, où on va noter la notion de l'hémoglobinurie, ou bien le paludisme viscéral évolutif, le PVE. Il est répandu dans les zones d'endémie.
C'est une infestation itérative mal ou insuffisamment traitée. Donc, le paludisme viscéral, c'est une forme qui est maltraitée, insuffisamment traitée. Sans traitement, elle va évoluer d'un fébricule, de la splénomégalie, je répète, qui est répandue dans la phase d'état, un amaigrissement, pâleur et vers la mort. Donc, comme forme grave, notez bien le paludisme pernicieux avec ces deux critères du neuropaludisme et de la forme agide où on note l'état de choc et la fièvre bileuse hémoglobinurique qui associe une insuffisance rénale aiguë. Toujours, ce sont des formes graves. Ou bien un paludisme dans une zone endémique, c'est le paludisme viscéral évolutif. Viscéral, donc on note là la présence de la splénomégalie, notez ça bien. Un amaigrissement, une pâleur due à l'ictère. Et tout ça, il peut évoluer ou bien il peut s'aggraver même vers la mort. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie. Je vous rencontrerai dans la troisième partie où on va aborder la conduite à tenir, le traitement et même la prévention. Je répète, chez une personne qui a un voyage dans une zone endémique palustre. Donc, je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite du secours. Merci pour votre attention et bon courage dans vos préparations.